Monsieur Denis Troche? Oui, vas-y. Oui, bonjour, voilà, je suis Monsieur Poiré-François, en fait, le responsable de la web radio Aux-Villes Lumière. Ouais. Donc, je vous remercie d'avoir Mhm. accepté l'invitation de passer en direct sur notre petite web radio. Donc, je vais vous présenter, il y a Florian Lavigne, donc mes animateurs, ils ont quelques questions à vous poser, bien entendu, sur le football, hein. Il y a Florian Ouais. Lavigne de Tribune Oui. PSG, Oui. Raphaël Didio de Foot Mercato, Mhm. et Gabriel Aumont, il travaille dans une petite web radio, il commente les matchs du Paris FC et du Red Star. D'accord, très bien. Ah oui, c'est vraiment parisien. Voilà, tout à fait. Donc je vous remercie encore une fois hein, d'avoir accepté. Et Ça montre des choses. Ça montre des choses. merci beaucoup. Donc Florian, si tu veux commencer, il n'y a, y a pas de problème. D'accord. Donc, bonjour Denis. Bonjour, Florent. Moi, je voudrais vous demander en fait pourquoi vous avez arrêté votre carrière d'entraîneur adjoint Mhm. Ah, afin moi de... j'ai. Oui. Non, bah, réponds. Oui, donc j'ai arrêté ma carrière. Donc j'ai fait quand même. J'étais 25 ans entraîneur. J'ai été joueur professionnel, donc au Red Star, au Paris Football Club, au Matra Racing, au PSG. Et donc, jusqu'à l'âge de 24 ans, ensuite j'étais entraîneur 25 ans. Et je pense que j'avais fait quelque part le tour, et à la fois des divisions, puisque j'ai entraîné en national, en Ligue 2 et en Ligue 1. Et je pense qu'il était temps de faire autre chose. D'accord. Donc maintenant, vous êtes une sorte de coach mental, c'est ça? C'est bien ça? Oui, oui. Actuellement, j'accompagne et à la fois des personnes dans le monde du sport, donc des sportifs de haut niveau, en préparation mentale, qui jouent des gens, les athlètes qui font les championnats du monde, les championnats d'Europe, les Jeux Olympiques, mais aussi qui sont professionnels dans le monde du sport, mais aussi des particuliers ou des dirigeants d'entreprise qui ont besoin de travailler sur soit en développement personnel, soit travailler sur des situations de gestion de stress, de prise de décision. Voilà, donc voilà tout le champ d'activité que j'ai dans le monde du sport et de l'entreprise. D'accord. Et comment vous avez vu évoluer en quelque sorte d'un point de vue de votre génération quand vous avez été joueur ou même entraîneur à celle d'aujourd'hui, la génération des footeux au niveau mental? Il y a, il y a eu un très gros changement ou c'est en quelque sorte pareil? Ouais, ça a énormément changé, mais je pense que la vie aussi a énormément changé. Les jeunes aujourd'hui, beaucoup plus qu'à mon époque, surfent, zappent sur tout, que ce soit sur les études, changement d'orientation, avec les copines, avec les copains, avec les villes, on surfe, on va de ville en ville. Maintenant, avant mon époque, on changeait même pas de département, on restait plutôt dans notre département, voire notre région. Maintenant, les jeunes vont à l'étranger, en Australie, aux États-Unis, au Japon. Ils n'ont pas peur de changer de continent. Donc, il faut faire avec ces changements. Et puis, il faut savoir aussi que dans le monde du football, l'argent a apporté aussi une autre vision des choses. Ce qui n'est pas simple chez les jeunes aujourd'hui, footballeurs, pour ne citer que, c'est que parfois, à 18 ou 19 ans, ils deviennent tuteurs de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour entretenir et donner de l'argent à leurs parents pour qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins, qui n'existaient pas dans la vie normale. Donc D'accord. c'est différent, c'est plus complexe. Le football d'aujourd'hui est certainement plus complexe qu'il y a 5, 10 ou 20 ans. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes amené à travailler avec... vous avez déjà travaillé avec des clubs professionnels afin de Oui, restructurer tout ça ou... oui. Ben, disons que moi je travaille avec des clubs professionnels, bien sûr, mais pas seulement dans le monde du football, mais dans le monde du football, Oui, oui, oui. les clubs de Ligue 1 aussi. Souvent avec les dirigeants ou les staffs techniques, principalement, pour qu'eux puissent éduquer, donner l'éducation et des formations, des informations à leurs joueurs. Mais je travaille également, entre autres, avec la Fédération française
de football, notamment avec la direction technique nationale pour accompagner les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2 dans leur diplôme, c'est-à-dire qu'ils vont, j'accompagne les entraîneurs qui passent leur diplôme pour être entraîneurs professionnels. Je donne des formations pour eux de façon à ce que ça puisse retomber et qu'il puisse y avoir des informations qui aillent dans les clubs et que ces clubs puissent, les entraîneurs des clubs puissent donner l'information aux plus jeunes, parce que je pense que le plus important est d'éduquer, voire, entre guillemets, rééduquer tous nos jeunes garçons qui vont devenir professionnels dans les 5 ou 10 ans à venir, parce qu'il est nécessaire de revoir un petit peu la façon dont on va donner la possibilité aux jeunes de grandir au travers du football. D'accord. Si mes souvenirs sont bons, vous avez été entraîneur adjoint à l'époque d'Arthur Georges, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Ouais, tout à fait, notamment en 92, 93, 94. Le club avait été 2 fois demi-finaliste contre la Juve et contre Arsenal, après avoir battu le Real, éliminé le Real 2 années de suite en quart de finale, et puis on a gagné la Coupe de France et le championnat de France à l'époque, 94. Donc c'était une belle génération là. Et à ce point de vue-là, comment vous pensez de l'équipe actuelle? C'est plus du tout la même chose. À l'époque, nous, on avait eu quand même quelques années pour préparer les joueurs à devenir ce qu'ils sont devenus. Donc, on a mis du temps. C'était les joueurs à l'époque, c'était Ginola, Guérin, Ouéa, Lama, Fournier, Guérin. Tous ces joueurs-là sont pas venus du jour au lendemain de l'étranger ou d'ailleurs. Ce sont des joueurs qui se sont formés, qui sont devenus internationaux grâce au PSG, grâce à l'équipe. Actuellement, ce sont des internationaux étrangers qui viennent au PSG pour former l'équipe. C'est complètement différent. C'est pas forcément mieux ou moins mal, mais c'est différent. L'approche est différente aujourd'hui. C'est plus du tout la même approche. On a besoin, à Paris, beaucoup d'argent ou beaucoup de temps pour former. Nous, nous avons donné un petit peu de temps et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'argent. Mais c'est pas forcément mieux ou mal. Hein. Je ne juge pas ça, je dis simplement que c'est une nécessité. D'accord. Bonsoir, monsieur Todd Roche, Gabriel Monde, de Sport. On va revenir un petit peu sur votre carrière, puisque vous avez un peu fréquenté tous les clubs franciliens possibles. Bon, il y a l'US Créteil peut-être. Est-ce que vous regardez toujours les performances du Red Star, du Racing et du Paris FC aujourd'hui? Oui, alors juste, je n'ai pas entraîné, joué à Créteil, parce qu'à l'époque, Créteil n'était pas un club professionnel, parce que s'ils avaient été professionnels à l'époque, à mon époque, j'aurais peut-être aussi été... Non, justement, je dis que vous avez fait dans tous les clubs sauf Créteil, mais si vous gardez toujours un regard sur les clubs qui étaient passés, comme le Racing, le PFC ou le Red Star? Bien entendu. Bien entendu. J'ai aujourd'hui beaucoup de respect, puisque je suis parisien. Je suis né à Paris dans le 9-3, je suis né à Blanqueville. J'ai également des attaches sur des clubs comme le Red Star. C'était le premier club, mon club formateur, avant d'aller au Paris Saint-Germain et après le PFC. Donc oui, je connais très bien l'environnement de chacun de ces clubs, et je suis parfois peiné de voir ce qui se passe, notamment comme on voit actuellement pour un club comme le Racing, qui a vraiment chuté terriblement. Je suis allé dernièrement, la semaine dernière, j'étais sur le terrain du Paris Football Club, dans le dernier match du Paris Football Club, l'avant-dernier match du PFC, le dernier match à domicile du PFC. Par exemple, je m'intéresse énormément au club francilien. Et justement, par rapport à ça, vous devez absolument suivre. Est-ce que vous croyez à une possible résurrection d'un second club parisien comme le Red ou le PFC? Aujourd'hui, on sait que le PFC est bien placé en national, un peu mieux que le Red, on va dire. Est-ce que vous pouvez croire toujours à ça? Comme vous avez connu le Paris. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Sincèrement, ça fait 30 ans que j'entends qu'il serait bon qu'il y ait un deuxième club. Moi, quand j'étais au Red Star, le PSG était en Ligue 1, mais le Red Star je suis arrivé au Red Star était en Ligue 1 dans les années 70. Après, le PSG est monté en Ligue 1, le Paris FC est monté en Ligue 1, mais il y a eu très peu de fois où il y avait 2 clubs en Ligue 1 professionnels, ce qui est vraiment dommageable. Moi, j'y crois, parce qu'il y a vraiment une philosophie totalement différente
différentes entre ces 4 clubs. Entre le Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui au plus haut niveau, mais l'esprit du 9-3 et l'esprit très populaire et engagé du Red Star et de ses valeurs puissantes et profondes, du Paris FC, qui est aussi un club intermédiaire entre le Red Star, qui est vraiment un club banlieusard issu de la porte de Montreuil, où il y a des valeurs, où il y a quelque chose de puissant aussi, mais différent. Et le Racing, qui était issu d'un club un petit peu plus, entre guillemets, bourgeois, mais qui était de Colombes, qui était vraiment cette ambiguïté ou cette différence, faisait que ça faisait un club vraiment atypique. Et je crois qu'il y a de la place pour ces 4 clubs. Alors aujourd'hui, on ne pourra pas en avoir 4, mais s'il y en avait 2, sincèrement, ça serait magique. Ça serait magique pour tout le monde et profitable pour tout le monde, parce que tous les jeunes de la région parisienne qui sont déçus de ne pas être dans un centre de formation, par exemple, de celui du Paris Saint-Germain, parce que Paris Saint-Germain ne peut pas mettre, je sais pas, 50 ou 100 joueurs par an en pro, ne peuvent en prendre qu'un ou deux issus de la région parisienne, et bien il y a 90% des jeunes qui commencent leur formation en région parisienne, dans tous les clubs parisiens, amateurs, et qui aimeraient être au PSG et qui sont déçus de ne pas pouvoir figurer au centre de formation du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est très dommageable pour le bassin parisien, que tant de gamins soient déçus de ne pas rentrer dans les centres de formation. Alors ils vont dans des clubs de province. Et ça, c'est dommage, parce que ça crée une mauvaise dynamique et une mauvaise image du club. Alors que je pense qu'à Paris, il y a 80% des gamins qui pourraient rester sur la région parisienne s'il y avait plusieurs clubs pro. Et justement, le Paris FC avait fait demi-finale de Gambardella la saison dernière, ceux qui montrent. Exactement, c'était magique. C'était magique. Qui a un potentiel de cette région. Mais est-ce que vous pensez justement que pour ces clubs réussissent, il faut rester dans son ordre, parce qu'il y avait le fameux débat par rapport au Red Star, qui est un projet par le président Patrice Haddad de quitter le Stade Bauer. Quel est votre avis par rapport à ça? Alors, moi, je ne sais pas s'il faut quitter les lieux ou pas. Sinon, je vais faire le croulant et je vais dire, ouais, mais regardez, quand le match Racing était à Colombes et après il était à Prince. Non, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est pas ce qui prime. Le plus important, c'est de ne pas perdre ses valeurs et son ADN. Qu'est-ce qui a fait que le Red Star est ainsi fait? Qu'est-ce qui a fait que le PFC et le Paris FC d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que le Racing avait des valeurs et qu'il n'y a plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait là? Et si on allait retourner sur l'ADN de chacun de ces clubs? Et je suis sûr, moi, qu'en retrouvant des valeurs qui ressemblent à celles d'origine, on pourra faire quelque chose de puissant. Parce que c'est très difficile de copier les autres. On ne peut pas copier le Paris Saint-Germain. C'est impossible. Aucun des clubs parisiens ne peut copier. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est être eux-mêmes et se retrouver. Et pas en faisant du copier-coller ou en essayant de faire du CTLM en faisant comme les autres, qui vont y arriver. C'est pas possible. Il faut trouver une autre façon de penser, une autre façon d'agir, c'est-à-dire celle qui nous appartient. On n'est jamais aussi bon que quand on est soi-même. Et pour les clubs de football, c'est la même chose. Et si on s'en échappe, on peut perdre. Et justement, par rapport à l'époque, ça s'appelait Matra Racing, puisque ça a souvent changé. Est-ce qu'il est normal, finalement, d'une région comme la nôtre, que ce grand club, ancien champion de France, soit laissé limite dans l'abandon, comme ça, à couler en DH et qui a failli disparaître complètement cet été? Il y a une chose qui est certaine, on ne peut pas être les sauveurs, on ne peut pas sauver tout le monde. Je dis qu'avant toute chose, il est bon d'éviter à ces clubs de sortir de leur âme et de leur ADN. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment hyper important. Donc il doit y avoir des personnes qui sont représentatifs dans les clubs, qui sont représentatifs de cette image. Et aujourd'hui, je crois que l'argent, entre autres, ou l'excès de volonté d'être médiatisé, parce qu'on a aussi des personnes qui veulent être absolument médiatisées et qui détruisent notre football. Ça, j'en suis absolument persuadé. Maintenant, on ne peut pas empêcher les gens de venir de se servir du football à condition de ne pas le détruire. D'accord. Et effectivement, je trouve dommageable, mais je ne suis pas non plus là pour faire de donner des leçons, pas du tout. Non, je ne ferai surtout pas. Au contraire, je veux simplement dire que chacun soit à sa place et il y a de la place pour tout le monde. Que ce soit pour le Red Star, le PSG, le PFC,
marcher, le Red Star, Créteil et tous ces clubs-là. Et pour cause, on s'en rend compte que ça peut marcher. Sauf qu'à un moment donné, imaginons que le Red Star, le Paris FC ont été amenés à monter en Ligue 2, eh bien, il ne faudrait pas qu'ils perdent leur âme. Oui, c'est l'acteur principal. C'est essentiel de... Comment? Je parlais à mon collègue. Oui, l'essentiel, évidemment, c'est pour tous ces clubs de garder leur âme. On sait que le Racing joue encore à Colombes, le Red Star à Saint-Ouen, le PFC avait quitté la porte de Montreuil à un moment pour jouer à Charity. C'est peut-être été un des problèmes, justement. Et il y avait la fusion, évidemment, qui va revenir énormément et souvent entre certains clubs, mais ça reste encore un vaste débat, évidemment, je pense. C'est une possibilité. Moi, je dis que c'est une possibilité, sous condition qu'on préserve véritablement l'essence des deux clubs. Si jamais il y a une fusion, j'en sais rien, c'est une possibilité, pas du tout, je ne me suis pas penché là-dessus. Ce que je sais, c'est que les valeurs doivent rester ou doivent être communes, et on doit garder les valeurs communes. D'accord. Merci beaucoup pour ce passage. Je vais laisser la parole à Raphaël. Ouais. Oui, bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, je voulais faire un petit récapitulatif sur votre carrière, hein, parce qu'elle est riche quand même. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes natif de la région parisienne. Vous n'êtes jamais vraiment éloigné de vos racines, finalement, au cours de votre carrière. Donc, vous avez joué comme gardien au Paris FC, au PSG, au Red Star, au RC Paris. Ensuite, vous avez été adjoint de Renéos, puis Arthur Georges au RC Paris, qui est devenu le Matra en 87, et enfin au PSG. Donc, moi, la question, c'était quelles ont été finalement vos expériences les plus marquantes au sein de ces clubs franciliens? Alors, les clubs franciliens, en tant que joueur, le Red Star, parce que ça a été vraiment, j'y suis arrivé, j'avais 13 ans, donc j'étais ce qu'on appelait à l'époque minime, et je suis resté 5 ans, j'ai terminé junior, donc à 18 ans, à 17 ans et demi ou 18 ans, j'ai joué en pro. Donc, très rapidement, j'ai été formé au Red Star et j'étais en pro, et j'ai joué en pro. Donc là, c'est vraiment mon club formateur, même si après je suis allé au PSG. J'ai joué 3 années au PSG. J'étais que doublure de Baratelli, c'était à l'époque international, dans la Ligue de l'équipe de France. Ensuite, je suis allé au Paris Football Club, où là, j'ai fait une année au Paris FC, et ça a été vraiment une belle année. J'étais avec Roger Lemaire, qui était entraîneur, que j'avais déjà eu au Red Star, qui m'avait récupéré donc, au Paris Football Club. Donc le Paris FC a été mon 3e club parisien professionnel. Et là, c'était vraiment, j'ai senti une volonté, mais malheureusement pas beaucoup de moyens. Derrière ça, après, j'ai fait donc, je suis allé au Matra Racing, puisqu'il y a une fusion entre le PFC et le Matra Racing. Et là, j'ai vu l'évolution du football qui passait par un passage d'un club amateur à un club quasiment professionnel de haut niveau, parce que vraiment la Gardère s'était donné les moyens à l'époque, le président du Matra, et c'était plus du tout le même, on tirait pas du tout dans la même catégorie, quoi. Le Paris FC au Matra Racing, pour moi, il y avait un monde. Et j'ai appris à côtoyer à ce moment-là des vedettes. Donc j'ai joué avec des joueurs comme Litbarski, Bossis, Francescoli, etc. Et c'est là où je suis passé aussi entraîneur et que j'ai connu en tant qu'entraîneur adjoint des gros joueurs. Donc il y a eu Tussaud, Meta, Ben Mabrouk avec lequel j'avais déjà joué, Luis Fernandez. Vraiment, c'était une belle période. Pour moi, cette période-là, donc, et c'est seulement après que je suis parti une année et demie à Charleville-Mézières que après je suis revenu au PSG en tant qu'adjoint avec Arthur Georges pendant 3 ans où on a connu des belles écoles du PSG. Donc, voilà, donc, moi vraiment sur les clubs franciliens, c'est pas le fruit du hasard si régulièrement je suis revenu sur Paris parce que en fin de compte, je suis parisien dans le sang, quoi. Et justement, vous parlez du Racing qui est devenu le Matra. Vous êtes arrivé en tant qu'adjoint en 1985. Ouais. Et gardien adjoint, c'est ça? Au début, j'étais gardien. Comme j'étais au PFC, je jouais en 2e division au Paris FC. Le Paris FC était racheté par le Matra Racing. Et donc là, ils ont mis de l'argent pour avoir une grande équipe et je me suis retrouvé 2e gardien au Matra Racing 1 an. Et après, comme je me suis blessé à 24 ans, je me suis fracturé le scaphoïde 2 fois, et donc j'ai arrêté ma carrière à 24 ans. Donc, et je suis devenu entraîneur adjoint à ce moment-là.
Et donc, Comme ça, je suis passé au Matra Racing. À l'époque, c'est là où j'ai connu Arthur Georges en 1987. Et justement, vous participez déjà à la remontée en Ligue 1, enfin en D1 à l'époque. Ouais. Vous rencontrez Arthur Georges en 87. Ouais. Et là, il y a beaucoup de moyens avec Lagardère, il y a des joueurs de calibre européen, vous l'avez dit, Francescoli, Darski, Tusso, Luis Hernandez, Paul Meta. Et finalement, ça se passe pas comme prévu. Comment vous avez vécu cette période et pourquoi l'ambitieux projet du président Lagardère n'a jamais fonctionné selon vous? Alors, la première des choses, j'ai vécu de l'intérieur, et donc j'étais très conscient de ce qui se passait. Il y avait beaucoup d'émotions, mais beaucoup de colère, de haine contre ce club qui avait de l'argent et qui, entre guillemets, le montrait de façon parfois un petit peu suffisante, même si c'était pas le cas du tout du président. Mais quand on a de l'argent, malheureusement, on est jugé et il n'était pas bon à cette époque-là. C'est pas comme maintenant d'être un club qui avait de l'argent. C'était le premier, c'était un précurseur, c'était un pionnier, Lagardère. Et malheureusement, quand on débute, quand on est le premier, généralement, on essuie les plâtres. Et là, c'était compliqué. Il y avait parfois des décisions qui n'étaient pas forcément prises pour le club. Certains joueurs prenaient le club ou des agents pour le club pour une vache à lait. Donc, ils vendaient des joueurs terriblement chers. Et puis, 6 mois après, ils les transféraient dans un autre club qui faisait du business autour du Matra Racing. Ça, je trouve que c'est un côté dommageable et qui n'a pas fonctionné dans un premier temps. Mais si aujourd'hui, Jean-Luc Lagardère avait reprenait un club, malheureusement, à son âme, il est disparu, mais si jamais il rentrait dans le football aujourd'hui, ça serait un grand président. Ça serait vraiment un très grand président parce qu'il avait des idées très novatrices et très différentes. Il voulait déjà un championnat européen réservé à une dizaine de clubs et il avait déjà ce côté élitiste qu'on recherche aujourd'hui. Donc c'est dommage. Je pense que c'est dommage, mais c'était un passage obligé pour les clubs français pour aujourd'hui, qu'ils acceptent les clubs et l'environnement du football, qu'ils acceptent l'argent dans ce milieu. Et comment a été perçue la rivalité finalement avec le PSG? Parce qu'à l'époque, c'était un peu le but du Matra, c'est de concurrencer le PSG, de faire un deuxième club à Paris. Comment elle a été vécue au sein des joueurs, du staff? Il y avait 2 clubs parisiens, donc surtout, je pense qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain avait peur du Racing, du Matra Racing, pas peur techniquement sur le terrain, mais peur que ça devienne un grand club avec beaucoup d'argent. Donc il y avait vraiment une rivalité qui était exacerbée et qui était mise en avant et amplifiée par la presse. Pour peut-être, justement, c'est ce qui a tué un peu dans l'œuf les velléités de Lagardère, donc du Matra Racing, à devenir un grand club. Parce que on a coupé l'herbe sous le pied à des gens qui voulaient rivaliser, concurrencer le Paris Saint-Germain. C'est dommage, je dis c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, parce qu'on aurait eu peut-être 2 voire 3 grands clubs à Paris. Et je crois que ça aurait été essentiel pour le football francilien, mais aussi pour le football en général, parce que d'avoir 2 ou 3 clubs à Paris, c'est pas compliqué. Sincèrement, c'était pas compliqué. Et donc, suite à ça, vous partez à Charleville-Mézières, vous y restez donc 1 an et demi, vous l'avez dit, et puis en 91, vous redevenez adjoint d'Arthur Georges au PSG. Ouais. Donc, c'est le début des années Cana. Durant 3 saisons, vous avez contribué quand même à quelques-unes des plus belles éditions du club. Est-ce que vous pouvez nous raconter les conditions de votre arrivée et puis votre rôle auprès d'Arthur Georges? En fait, moi, j'étais dans un club qui était en national à l'époque, Charleville, et qui était relégable 1 an auparavant. Ça s'est super bien passé. J'ai fait 6 mois là-bas, ça s'est super bien passé. On avait perdu un match sur 15 rencontres sur le retour, donc on s'était repositionné. L'année d'après, on finit 2e du championnat. Et à la fin de la 2e année, donc quand on finit 2e, Arthur Georges revenant au Paris Saint-Germain, il a demandé aux dirigeants de racheter mon contrat à Charleville. Et donc, je me suis retrouvé au Paris Saint-Germain pour 3 années. Voilà comment j'ai fait, comment ça s'est fait. Et le PSG a payé Charleville-Mézières pour que je revienne sur Paris. Et vous, votre rôle auprès d'Arthur Georges, il consistait à... En fin de compte, j'étais l'entraîneur, j'entraînais les joueurs,
Je m'occupais de l'ensemble des joueurs d'un point de vue physique, technique, tactique, sous tutelle et sous directive d'Arthur Georges. Moi, j'étais l'homme de terrain et lui il prenait les coups, il était le bouclier médiatique. Et à l'époque, quelle était votre philosophie de jeu finalement avec Arthur Georges? Quelle était, pardon? Votre philosophie de jeu? Ah, la philosophie. C'est une philosophie qui était très marquée, très ancrée. Elle était d'abord liée au contexte. On venait on est arrivé en 91 où le Paris Saint-Germain n'avait pas forcément beaucoup de résultats, où il y avait très peu de joueurs. Donc la philosophie était toute simple. Canal+ ayant des envies européennes, c'était la première année sur la vision de Canal, c'était la première année, il fallait être européen, la deuxième année, il fallait gagner quelque chose, et la troisième année, obtenir un titre. C'était les objectifs que nous avait fixés Canal+. Derrière ça, avec Arthur Georges, c'était très simple. Il s'agissait de formaliser, donc de constituer vraiment un groupe de joueurs, de façon à obtenir un minimum de résultats qui était vital. Donc c'était d'être européen, c'est ce que l'on appelle en finissant troisième, en 91. Derrière ça, donc pour former un groupe, il fallait aussi avoir des résultats, apprendre aux gens à gagner, mais aussi à ne pas perdre. Donc ne pas perdre, ça voulait dire avoir une grosse capacité à bien défendre, de façon à pouvoir voyager dans le temps. Donc c'est ce qui s'est passé, on a fini troisième et européen. Donc c'était le premier challenge qui était obtenu. La deuxième année, il s'agissait de s'approcher du titre. Et on a gagné la Coupe de France en 93, donc la deuxième année. Et on a commencé à mixer le jeu défensif et offensif pour obtenir des résultats. Et on a donc on a terminé deuxième derrière Marseille qui était rétrogradé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 92. En 93. Et donc on a gagné cette Coupe de France. Et 94, l'idée c'est d'avoir un jeu beaucoup plus offensif, mais des gens avec une image de l'équipe défensive. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on a fini, donc on a fait demi-finale de la Coupe d'Europe en battant le Real de Madrid 2 années de suite. Et on a perdu donc contre Arsenal et la Juve en demi-finale sur les 2 années européennes. Et on a fini champion avec la meilleure attaque. Et personne ne se souvient de ça. Et on a fini meilleure attaque du championnat. Et avec, je ne sais plus, quelque chose comme 13 points, 13 points d'avance sur Nantes, qui l'année d'après avait 7 points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Donc il y avait, je crois, en deux années de temps, le Paris Saint-Germain a perdu 20 points. On est parti l'année du titre, et l'année d'après, Nantes a fini champion, avec 7 points d'avance, je crois, sur le PSG, ou 13 points, je ne sais plus exactement. Mais entre les 2 années, il y avait 20 points d'écart. C'est pour dire qu'il y avait quand même une équipe qui était compétitive et offensive. C'est pas trop. Un 14, un titre. Oui, parce que le jeu de l'époque était réputé pour être le jeu d'Arthur Georges, et vous-même était réputé assez rugueux à l'époque, alors que finalement vous marquiez quand même beaucoup de buts. Bien sûr, la rigueur c'était une rigueur défensive pour mieux attaquer. L'idée c'est pas de faire des coups, l'idée était véritablement d'ancrer, de donner des basiques et des fondamentaux du haut niveau à cette équipe du Paris Saint-Germain. C'était vraiment essentiel si on voulait voyager, que le club puisse être pérennisé, que les performances puissent se répéter d'année en année. Il fallait bien entendu consolider les bases. Donc c'est une base défensive avec un style de jeu bien spécifique et pour pouvoir se donner des vérités offensives. Donc c'était vraiment ça. Et donc, quelque part, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, la façon que vous en parlez, c'est un peu la manière, c'est un peu ce qu'avait fait Carlo Ancelotti quand il est arrivé au PSG en faisant un gros bloc défensif, en jouant en contre et surtout en donnant des vraies bases sur un vrai groupe. Sincèrement, si pour gagner, il fallait jouer autrement, moi, sincèrement, j'aurais joué autrement. Mais si pour gagner, il fallait faire, c'est pas que l'entraîneur, que moi je fasse des pas de danse sur le bord de touche, s'il fallait que je fasse des pirouettes et je sais trop quoi pour que l'équipe gagne, j'aurais fait. Mais je pense que c'est pas ça. Le but du jeu, c'est que l'équipe
Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez... Oui. Oui, non, excusez-moi, j'ai des coupures, donc je ne sais pas comment vous finissez de parler. En fait, je disais, juste après, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez noté qu'entre 94 et 95, Paris avait perdu 20 points sur Nantes. Ouais, je crois que c'est comme ça. Mais en fait, comment ça se fait que vous soyez parti, vous et Arthur Georges, en 1994, après avoir obtenu le titre champion de France, et donc vous alliez jouer la Ligue des Champions? Vous savez, il y a des... je pense, et c'est un constat, mais pas du tout une attaque. Je pense qu'à un moment donné, les dirigeants, le club, se donnent des objectifs. Et les objectifs étaient très clairs pour nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 3e, 2e, 1er. C'était un challenge. Et derrière ça, je crois que l'image, Canal+ avait besoin d'une image. Et le fait qu'on ait répété très souvent, le Paris Saint-Germain est un club rigoureux, défensif, etc. Et ça a été ancré de cette façon-là. C'était complètement faux, mais c'est un ancrage. Et peut-être que là, à ce moment-là, les paysans avaient besoin d'autre chose, peut-être un petit peu plus de folie, un petit peu plus de fun, pour faire le buzz, peut-être. Et donc, il a fallu changer. Ils ont voulu changer. Mais ça, c'est le droit du paysan. Nous, notre challenge était d'être champion. On a réussi notre mission. Après, la vision des clubs appartient au club, appartient donc aux dirigeants. Mais moi, sincèrement, j'en veux pas du tout. J'ai passé tellement de bons moments et j'ai pris tellement de plaisir pendant cette période-là, et j'ai tellement encore de plaisir à rencontrer, à reparler de cette période-là que je trouve au contraire que c'est magique. Et tant mieux qu'on soit parti sur le titre, qu'on nous ait lâché, enfin qu'on nous a lâché après le titre. J'ai dit, mais quel bonheur, il a fallu 20 ans pratiquement pour retrouver ce titre. Ça veut dire qu'on avait dû certainement pas trop mal travailler entre les joueurs, le staff et les potes. Et d'ailleurs, ensuite, vous avez ensuite entraîné Laval, puis le Havre, et puis ensuite vous retournez votre costume d'adjoint d'Arthur Georges en 98 après le limogeage de la GS. Donc là, c'était un peu complètement chamboulé. Le club de Miso était parti, Charlie Etri aux commandes, et beaucoup de joueurs étaient partis. Il y a une vraie refonte de l'effectif. Vous, comment vous l'expliquez cet échec de 98? Il y a eu une cassure dans le vestiaire, il y a eu des erreurs de casting au niveau du recrutement. On peut toujours, après coup, c'est très facile de donner des explications. La seule chose que je peux dire, et qui est une vérité, je pense que quand Arthur Georges est revenu en 98, vous lui avez promis une grande équipe, qu'il allait y avoir une grande équipe, et rapidement, c'est-à-dire que s'il revenait, il y aurait des joueurs, des joueurs recrutés et des joueurs des internationaux, etc. Et quand il est donc revenu, peut-être en novembre, quelque chose comme ça, on est en novembre 98, octobre, très juste, octobre 98, Arthur Georges n'a pas pu, parce que c'est lui qui proposait les noms, il n'a pas pu recruter les joueurs qu'il voulait. Et donc là, il y a eu vraiment, véritablement un changement. Arthur Georges voulait un changement, et c'est pour cette raison que le Paris Saint-Germain l'a fait. Mais en fin de compte, je suis pas sûr, je suis même certain qu'on ne lui a pas donné les moyens, à ce moment-là, de prendre les grands joueurs qu'il avait demandé. Parce qu'ensuite, ensuite Charles Biessi avait été limogé par Canal+, c'était Laurent Perter qui avait pris la direction. Ouais. Ensuite, vous avez fait un recrutement quand même, vous avez eu Madar, Rodriguez. Non, mais je ne discute pas de Gravelaine, de Xavier Gravelaine, de Michael Madar et Bruno Rodriguez. Non, je ne discute pas de ces joueurs. Je dis simplement qu'Arthur Georges avait une liste de joueurs à cette époque-là qui n'était pas du tout cela. C'était des joueurs de renom, de qualité internationale, sans porter de jugement sur ces trois joueurs, entre autres, qui ne sont absolument pour rien. Au contraire, c'était des très bons joueurs nationaux. Mais, à ce moment-là, je pense que Arthur Georges pensait avoir la possibilité de recruter des grands joueurs. Donc, voilà, donc c'est tout. Après, déjà, les joueurs qui étaient déjà présents, ils étaient bons. Hein. Il y avait déjà des joueurs présents qui étaient bons. Hein.
D'ailleurs, les stars de l'équipe à l'époque, c'était JJ Okocha et Marco Simone. Vous pouvez nous en dire un mot sur ces deux joueurs? Comment vous les avez. Quelle est votre ressenti vis-à-vis d'eux? Ah, ce sont, c'est pourtant, c'est le siècle dernier, là, vous parlez du siècle dernier. Hein, donc, ce sont des joueurs qui étaient de genre de grande qualité technique et qui avaient vraiment une puissance, non, je dirais pas une puissance, mais qui étaient vraiment de bons joueurs reconnus au niveau national et international, puisque les deux avaient fait leur preuve dans d'autres pays, quoi. Donc, voilà. Donc, non, mais je ne dispute pas de la qualité des joueurs à l'époque qui était en 98. Je dis simplement que c'était pas du tout l'optique a été faussée, quoi. L'objectif était faussé quand Arthur Georges est venu, c'est pour faire une grande équipe, et ça n'a pas été le cas. Et donc ensuite, vous avez été limogé, vous avez signé en mars, je crois, par Laurent Perter. Puis ensuite, vous êtes à Amiens, puis vous faites un joli parcours en Coupe de France avec Amiens. Ouais, j'ai eu la possibilité tout de suite d'arriver dans un club qui descendait de Ligue 2, qui est en national. Et donc j'ai signé dans ce club et la première année, on est remonté en Ligue 2. On a fait la quart de finale de la Coupe de la Ligue et on fait finale de la Coupe de France la même année. Voilà, on a vraiment eu de la réussite. Et en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, mais par rapport au PSG actuel, mais si vous deviez choisir un seul joueur de ce nouveau PSG. Un seul joueur du nouveau PSG Ibra, je pense, parce que c'était le déclencheur. Je ne dis pas que c'était, je ne pense pas, je ne dis pas le meilleur ou le. Non, je dis que c'était un déclencheur. C'était celui qui a déclenché quelque chose d'autre, une nouvelle dynamique. Parce qu'il y avait aussi d'autres, on peut penser à Beckham sur l'image, des choses comme ça, et sur Sirigu, et sur tous ces joueurs ont vraiment. Mais Zlatan, ça a été lui un déclencheur. C'était vraiment, comme je vous parlais en 98, il n'y avait pas eu au Paris Saint-Germain de déclencheur. On était resté sur des joueurs de niveau national. Et bien là, le PSG a montré qu'ils étaient capables de prendre des risques et de prendre des grands joueurs. Et ça a été donc Zlatan le premier. Et sinon, de manière plus générale, est-ce que vous avez des anecdotes sur les matchs contre l'Olympique de Marseille aussi, qui avait une grosse rivalité, et puis surtout à votre époque, c'était très chaud entre notamment Bernard Tapie puis Michel Denisot, qui aimait bien influencer qui piquent, et puis il y a eu aussi ces petites phrases d'Arthur Georges avant un match de l'OM. Ah oui, cette phrase, elle les phrases, sincèrement sur les matchs PSG Marseille ou OM PSG, vraiment toutes les phrases étaient surréalistes parce qu'elles étaient quasiment toutes sorties du contexte. À l'époque, les médias avaient la volonté d'opposer ces deux clubs, mais vraiment de les opposer pour des raisons de buzz certainement, ou de vente, ou de je sais trop quoi. Et vraiment, ils avaient et ça, c'est démesuré, parce que je me souviens très bien des situations. Nous, on ne focalisait pas sur Marseille pour avancer. Je pense que c'est jamais le bon plan de travailler contre quelque chose, contre quelqu'un. Il y a une meilleure action, c'est de travailler pour quelque chose ou pour quelqu'un. On ne se désoriente pas du sens que l'on veut donner à ses actions. Et je sais que systématiquement, quand il y avait une phrase de sortie, une action, une anecdote, un résultat, ou gagner 3 ou 4-0 15 jours avant le dernier, c'était oui, mais vous allez voir, contre Marseille, ça sera différent. Je n'en parlais pas, on gagnait 3-0 contre Brest, contre ok. On ne faisait pas l'amalgame de nos rapprochements. Mais les gens avaient cette nécessité, cette volonté. Mais pas que les journalistes, hein, ça pouvait être aussi parfois les dirigeants, parfois les supporters qui ramenaient ça. Mais les joueurs en eux-mêmes et les stars, on n'était pas contre Marseille du tout. C'était pas notre, on n'avait pas besoin d'être contre. Ce qu'on voulait, c'était bien sûr gagner. Mais surtout, c'est d'atteindre les objectifs. Parce que si l'objectif était de battre Marseille, on n'aurait jamais fait le palmarès, on a pu faire. C'est pas clair. Vous
trouviez l'ambiance malsaine autour de ces rencontres? Je préfère, pardon? Vous trouviez l'ambiance un peu malsaine autour de ces rencontres, justement? Ouais, sincèrement, oui. C'était pas sain. Je dis pas que c'était malsain, je dis que c'était pas sain. Parce que c'est pas logique, c'est pas sportif, c'est pas professionnel d'attaquer l'autre. Pour moi, hein, c'est ma conception de la vie et du sport. D'attaquer l'autre, avant d'attaquer l'autre, on va déjà essayer d'atteindre ses propres objectifs. Et si vous attaquez les autres, vous dispersez et vous oubliez l'essentiel, c'est d'avancer et de progresser et d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et bon, ça c'est ma façon de voir, une petite philosophie. Mais c'est comme ça. Parce que sur le terrain, les Marseillais étaient parfois très virulents. On se souvient d'un tacle de Dimeco sur Laurent Fournier, notamment, qui est un peu resté dans les mémoires. Ginolas prenait sans arrêt des tampons. C'était grave, quand même, c'est bizarre que les arbitres... Attendez. Ce qui est grave, ce ne sont pas les attentes, ce ne sont pas les joueurs de l'une ou de l'autre équipe, c'est qu'on tolère ça. Ah oui, c'est ça la plus grande des choses. C'est qu'un joueur, après, le curseur, ce sont les joueurs qui le repoussent, mais il y a tout de même des règles ou des personnes qui doivent faire respecter ces règles. Si on vous donne la possibilité de couper le joueur en deux, et que ce sont les règles du jeu, si au départ on est au courant que ce sont ces règles-là, on accepte, on n'accepte pas de jouer. En l'occurrence, le football, c'est pas couper le en deux. Et pourtant, c'est parfois ce qui se passait. Vous ne sentez pas dans un sens, dans les deux sens. Je pense que c'était dans les deux sens aussi. Il ne faut pas croire que les Parisiens étaient de tant de cœur. Hein. Pas du tout. Vous ne sentez pas les gens un peu tétanisés quand même, du coup, avant ces rencontres, parce qu'ils savaient qu'ils risquaient quand même de se faire casser une jambe Et ça ne donnait pas de image très joli d'ailleurs. Mais c'est pas le fruit du hasard si le résultat était bien souvent en faveur de Marseille. Hein. Donc j'ai pas gagné à cette époque-là à Marseille, on veut le Vélodrome. On a commencé un match, mais c'était complètement hallucinant, je vais vous le raconter. Je ne vous parle pas des blessures, des piles de téléphone, ou les portables qu'on recevait, ou pas les portables, mais les pierres qui étaient jetées, etc. sur le terrain. Mais un jour, on a commencé un match avec peut-être 200 ou 300 balles de tennis dans les 16 mètres de Bernard Lama. Vous imaginez aujourd'hui un match de football où il y a peut-être 200 ou 300 balles de tennis sur le terrain. Et comment c'est possible? On a joué, hein, je n'invente pas, il y a de l'image. Hein. On a commencé un match où il y avait 200 balles de tennis sur le terrain. Les personnes ne demandaient à arrêter le match, du coup mais arrêter le match, c'est pire que de dire aux supporters lyonnais de ne pas aller à Saint-Étienne. C'est donc là qu'il y a un malaise ou des choses qui ne vont pas. C'est pas le fait que les joueurs jouent ou ne jouent pas. C'est que comment on peut tolérer ça, ou comment on peut laisser faire ça. Donc c'est ça. Moi, c'est la seule chose qui à l'époque me paraissait un petit peu particulier. Et enfin, j'aurais une dernière question. Ce serait sur les supporters. Vous avez bien connu l'ambiance au Parc des Princes, donc lors de votre passage. L'ambiance magique, sincèrement. Ça a changé. Est-ce que vous, de loin, est-ce que vous regrettez quand même ce parc qui est un peu aseptisé, ou bien est-ce que c'est la bonne chose à faire? Oh, alors là, il y a beaucoup de réponses à donner à cette simple question. Est-ce que c'est aseptisé? Je dis une chose, il y a une très bonne chose, c'est qu'on a éradiqué, et il y a des hommes qui ne sont ni entraîneurs, ni joueurs, qui ont pris des positions qui aujourd'hui sont magiques. Parce que ça évite vraiment des débordements qui auraient pu vraiment très mal tourner. Et là, je tire mon chapeau à ces personnes-là qui ont pris l'initiative et la décision de se positionner par rapport à des comportements. Ça, c'est magique. A contrario, il y a des choses qui sont beaucoup moins bonnes, puisqu'on a moins, je pense, c'est un ressenti, moins de vibrations, moins de détermination dans les tribunes, de supporters entiers comme il pouvait y en avoir il y a quelques années. Et l'âme du Paris Saint-Germain, si on peut parler de l'âme, on peut penser que c'est plus la même, que ça a changé, que ça a bougé. Donc voilà, donc c'est vraiment un paradoxe.
il y a d'autres choses entre les bonnes et les moins bonnes, mais je sais aussi que le football doit évoluer et il faut s'adapter à son temps. Donc, on est obligé de passer par des moments parfois un petit peu complexes. Et vous, votre point de vue sur l'arrivée des Qataris, justement tout cet argent qui entraîne un peu un effet pervers sur le foot business notamment, est-ce que vous pensez quand même que c'est la bonne chose qui soit venue, ou est-ce que vous pensez qu'il y a alors moi je vais vous dire un truc très juste. Moi je suis né dans le 9-3, donc dans les quartiers, dans les cités, et j'ai vécu dans le football où il y avait de l'argent et j'ai gagné de l'argent. Donc ça serait malhonnête de ma part de penser qu'il ne faut pas d'argent dans le football pour réussir. Je dis oui, peut-être que c'est important, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'argent est important, ou le temps, ou bien, je pense aussi, une philosophie. Je pense qu'il y a certains clubs qui ont besoin de travailler sur leur philosophie, l'ADN qu'ils ont, et ils vont y arriver. D'autres ont besoin qu'on leur donne du temps, et d'autres ont besoin d'argent pour y arriver. Je ne sais pas quelle est la meilleure place, ou quel est ce qu'il faut prendre. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui à Paris avait besoin de résultats, et pour obtenir des résultats ces dernières années, il fallait que ça passe par l'argent. Pour Paris. Mais peut-être pour le Red Star, il faut qu'ils retrouvent leur valeur. Peut-être que pour le Paris Football Club, il faut leur donner du temps. Peut-être pour Créteil, il faut leur donner du crédit. Peut-être pour le Racing, il faut leur redonner vie. Donc je ne sais pas. Je dis simplement qu'il n'y a pas que l'argent qui permet d'arriver au plus haut niveau, sauf quand on est pressé, comme le Paris Saint-Germain. D'accord. Très bien. Moi, ce sera tout pour moi. Proche, merci. Je ne sais pas pour les gens qui ont encore des questions. Moi j'aurais une petite question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans votre carrière d'entraîneur, vous avez déjà eu affaire à des joueurs du type nonchalant, comme là aujourd'hui Laurent Blanc dans l'effectif, et comment avez-vous réussi à gérer cela? Alors, j'ai pas tout géré, hein. Il y a des choses qui m'ont dépassé parfois. Quand il y a des joueurs nonchalants, le problème c'est qu'un joueur est parfois nonchalant, mais hyper motivé. Et c'est ça qui est terrible. C'est que les gens ont l'impression qu'il est nonchalant parce qu'il dégage une certaine nonchalance dans son jeu, mais la personne est à fond, elle est à bloc. Le joueur, pour lui, il n'y arrive pas à faire plus que ça. Malheureusement, il dégage une certaine nonchalance. Donc il faut reconnaître parfois qu'on a besoin de ce genre de joueur. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on est supporter de voir quelqu'un qui donne l'impression de se traîner sur le terrain. C'est vrai que c'est terrible, mais parfois la personne elle se donne à fond, elle ne peut pas faire plus. Et c'est pas parce que vous bougez les bras et vous bougez dans tous les sens sur le terrain que vous êtes un joueur courageux et combatif. Moi je connaissais des joueurs qui bougeaient dans tous les sens, qui couraient vite et partout, et qui n'apportaient absolument rien à l'équipe. Donc c'est vraiment la grande difficulté, c'est de faire la part des choses entre l'efficacité et tout ce qui ne l'est pas. Donc là, vraiment, l'entraîneur a un rôle très particulier. C'est pour ça qu'il est jugé, l'entraîneur, et pas forcément à sa juste mesure. Parce que on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et parfois, il y a des joueurs nonchalants qui peuvent apporter un grand dynamisme dans les vestiaires, mais pas sur le terrain. Ils sont capables de motiver les gens dans le vestiaire. Et une fois qu'ils sont sur le terrain, ben, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas rapides, ils sont un peu nonchalants, ils traînent des pieds, etc. Mais dans le vestiaire, ce sont des vrais boosters. Donc c'est pour ça que c'est pas simple. D'accord. Et comment avez-vous eu le déclic pour changer de tout au tout, de devenir maintenant coach mental quel a été le déclic, justement? Bah, je crois qu'à un moment donné, vous savez, moi j'ai fait en 2008, je crois, j'étais à 3, et on a eu 11 points d'avance. En Ligue 2, on était en Ligue 2, on avait 11 points d'avance à 8 journées de la fin. Là, vous parle, on avait 11 points d'avance à 8 journées de la fin. Il n'y a pas une équipe au monde qui n'est pas montée en Ligue 1 avec autant d'avance que ça. Eh bien, la seule équipe et le seul entraîneur qui n'est pas monté, c'est moi et mon équipe. Tout simplement, on a perdu 4 matchs en 15 jours. Un match le mercredi, le samedi, le mercredi, le samedi et le samedi. En
15 jours de temps, on a perdu 4 matchs, 12 points. On n'est pas monté. À l'issue de ça, je me suis posé la question de savoir, je dis, ok, c'est bon maintenant, le foot pour moi c'est terminé. Je sors de ça, parce qu'avant j'aurais fait quelque chose, j'aurais peut-être démissionné au bout de 2 matchs, au bout de 2 défaites, et je l'ai pas fait. Je suis resté les 15 jours, les 8 jours qui ont resté, et j'aurais dû faire, je l'ai pas fait, donc je sors. Et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'en sortant du football, je pourrais apporter énormément aux dirigeants, aux entraîneurs et pourquoi pas aux joueurs de mon expérience, et notamment des années d'études que j'ai refait, 2 années de management à l'université, 2 années de préparation mentale aussi à l'université, et 2 années de coaching et de team building, donc d'approche de la personne, d'accompagnement de la personne, de l'équipe et de l'organisation. Et je me suis dit, en ayant fait ces 6 années d'études à partir des années 2000, je me suis dit, je vais apporter mon expérience aux gens qui en ont besoin. Et donc voilà pourquoi je suis sorti du football. Et aujourd'hui, je reviens dans le football et dans tous les sports et dans l'entreprise. Et je suis très bien. D'accord. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour ma part. C'est gentil. Moi pareil, je pense qu'on va tranquillement terminer là-dessus. On va vous remercier d'être venu partager une petite heure avec nous. C'est la moindre des choses, ça a été demandé, puis ça fait plaisir de parler des clubs franciliens, et si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas, et bon courage à vous tous, aux auditeurs, aux lecteurs, à tous ceux qui vous suivent. D'accord, merci beaucoup, et puis Merci beaucoup. bonne soirée à vous. Merci bien. Allez, au revoir à vous tous. À très bientôt. revoir. Au revoir. C'était sympa. Ouais, voilà. Ça fait quoi, 52, 53 minutes, je pense, tout. Ouais, je l'ai enregistré de mon côté aussi, 52, 30, Ouais. Ah, mais c'est... Non, mais il est sympa, franchement, il est très intéressant en plus. Ouais, ça donne longtemps. Parfait. Sur ce, je vais vous dire bonne soirée à vous aussi. Hein. Ouais, de même. Bonne soirée, les gars. Je vais bien. Merci. À plus. Bonsoir encore. Ciao. À plus.